J'ai conçu l'exposé d'abord avec, rassurez-vous, il n'y aura pas de texte, hein, il y aura soit des cartes, soit des courbes. Je l'ai conçu en partant de la base, si on peut dire. Je vais vous montrer d'abord quelques cartes qui sont des cartes de ce qui se passe dans les communes françaises, et puis ensuite pour la France, et puis ensuite pour l'Europe, et puis ensuite pour le monde. Voilà. D'accord. Et puis même chose, ce sera d'abord le présent, puis un peu de passé. Et puis on ira sur l'avenir, donc on terminera par comment on voit l'avenir de la population mondiale. Et la façon dont on le voit illustrera aussi un très grand progrès qui a été accompli dans les questions démographiques et on pourrait dire dans les questions de droits de l'homme et je devrais même plus exactement dire dans les questions de droits de la femme. C'est là que peut-être dans le monde entier quelque chose s'est passé ou est en train de se passer. Alors, cette carte ne vous dit rien, pourtant elle est très importante. C'est pour toutes les communes françaises, plus c'est rouge et brun, plus la fécondité est élevée, plus c'est bleu, plus elle est faible. Alors, la carte est illisible, donc on fait, dans des cas comme ça, on fait ce qui s'appelle un lissage. C'est comme quand une courbe zigzag, on fait passer un trend, on fait ce que les statisticiens appellent des moyennes mobiles, et ça donne ça. Là, ça donne, on a lissé sur les 100 000 personnes qui entourent chaque point. Et voyez apparaître une structure assez caractéristique de la France. Les différences sont encore très fortes dans la France actuelle entre des zones fécondes qui sont en rouge. Vous voyez que tout l'ouest c'est très fécond, puis une partie du nord, et puis aussi la vallée rhodanienne, et puis un très grand sud-ouest et l'Alsace qui sont inféconds. Et ça, ça remonte à très longtemps. On a cette répartition-là depuis... on la retrouve déjà à la fin de l'Ancien Régime, parce que ça correspond à des conceptions de la famille qui sont très différentes. La famille dans le sud-ouest et en Alsace, on dit c'est la famille souche, c'est-à-dire c'est une famille qui est beaucoup plus orientée dans le sens vertical, dans le sens de on hérite. Notamment, c'est une France où l'héritage était inégalitaire, et d'ailleurs, il est souvent resté en milieu paysan jusqu'à maintenant, mais il l'était avant le Code civil. Au contraire, le reste de la France, sauf justement l'Alsace, est une France qui a une tradition d'héritage égalitaire. Donc cette coupure se manifeste encore maintenant. C'est pour dire qu'il y a et vous allez en retrouver, il y a des facteurs très profonds qui modèlent la fécondité. Or, la fécondité, c'est disons, l'élément principal dans la croissance ou la décroissance des populations. Alors voilà, c'est la même carte avec une autre type de lissage et qui vous montre que on passe, vous savez qu'on est à peu près actuellement à 2 enfants en moyenne par femme. Vous voyez que en bleu foncé, c'est moins de 1,6. En brun foncé, c'est plus de 2,5. C'est encore une très grosse différence. Moins de 1,6, c'est l'Allemagne. Plus de 2,5, c'est au-dessus du Brésil actuel. C'est pratiquement, c'est l'Afrique du Sud actuelle, si vous voulez. Donc on est entré dans, curieusement, les différences qui se sont un peu partout, mais un peu tassé à l'échelle mondiale, dans ce qu'on appelle la transition démographique, reste fortement en France. On voit aussi apparaître les villes comme des, vous voyez, des trous de faible fécondité, particulièrement à l'ouest. Vous voyez, les ronds, c'est Rennes, c'est Nantes, c'est Angers. Hein. Puis ensuite, on a Tours. Mais là, c'est plutôt un artefact. C'est parce que quand les couples se forment et commencent à avoir des enfants, ils ont besoin de plus d'espace, et l'espace coûte cher en centre-ville, et en plus de ça, les logements sont moins spacieux en centre-ville, donc ils vont de plus en plus vers la périphérie. Donc là, ça veut simplement dire que les couples français anticipent, c'est-à-dire qu'ils s'installent en périphérie avant d'avoir l'enfant supplémentaire. Voilà ce que dit cette carte pour les petits trous qu'on voit, mais partout. Vous voyez, on voit Bordeaux, on voit Toulouse, on voit pratiquement toutes les grandes villes, et il y a de plus en plus, d'ailleurs, une ségrégation démographique et sociale dans les villes, pas simple, et par âge, pas simplement sociale. Voilà. Alors c'est surtout, il y a vous voyez, vous avez toute une zone. Si je vous montre cette carte, c'est en rapport avec ce que je vous ai dit au début des Pays de la Loire. Vous voyez qu'il y a une spécificité assez curieuse. Il y a une forme traditionnelle de famille qu'on appelle hypernucléaire dans cette zone de l'Ouest profond et vous voyez que ça ne va pas vers la Bretagne elle-même, puis bien sûr ça ne va pas non plus plus à l'est vers le bassin parisien. C'est des régions où traditionnellement
il n'y a jamais eu de cohabitation d'enfants mariés avec le ménage de leurs parents ou avec un parent veuf. Et on retrouve la même chose d'ailleurs dans l'Angleterre dès le 15e, 16e siècle où on le mesure. Du coup, c'est une région où les femmes ont eu plus d'indépendance. Dès le début du siècle, on voit qu'elles sont plus souvent considérées comme actives, qu'elles soient dans le commerce ou bien qu'elles soient dans l'agriculture. Et où encore maintenant, les femmes sont plus souvent actives à nombre égal d'enfants. Il y a une sorte de logique, c'est quand vous avez une famille restreinte, ça donne plus d'indépendance à la femme. Il n'y a que l'homme face à la femme. On reviendra sur des questions de ce genre-là. Et là, c'est une dernière carte qui est la même, mais c'est pour vous montrer, c'est ce qu'on appelle des anamorphoses. Cette fois-ci, on déforme la carte de façon à ce que la surface de chaque ville et de chaque département, du reste du département, soit proportionnelle au nombre d'enfants qui naissent. C'est pour corriger, si vous voulez, la carte précédente où on peut avoir l'impression que, par exemple, il y a un grand sud-ouest qui est peu fécond. Vous voyez que, comme c'est pas très peuplé, le sud-ouest, si vous prenez la Dordogne, si vous prenez, regardez même la Lozère, c'est un tout petit machin. Vous la voyez, je pense... à peine est-ce qu'on la voit. Oui, on la voit, la Lozère, c'est plus forcément, la Lozère occupe moins de place. Il y a au total moins d'enfants que si vous prenez la grosse tache bleue de l'Hérault qui est Montpellier, ou bien les taches de Toulouse, ou bien de Bordeaux. Donc c'est une façon de voir la tache bleue au centre, c'est Paris intramuros. J'ai pas pu distinguer dans d'autres cartes dans le livre, dans l'Atlas, on distingue même les arrondissements. On voit les arrondissements eux-mêmes en même temps qu'on voit. Alors, ça c'était au niveau local. Maintenant, au niveau national, je vais vous soutenir une sorte de paradoxe, mais qui est tout à fait défendable, comme tous les paradoxes d'ailleurs. C'est que vous savez qu'il y a eu de grandes craintes de baisse de fécondité, puis ensuite c'est remonté à 2 enfants. Mais en fait, on est toujours sous le régime du baby-boom. Qu'est-ce que c'est que le régime du baby-boom? C'est un centrage sur la famille de 2 enfants. Alors ça veut dire que de temps en temps il y en a un, de temps en temps il y en a 3, et c'est très différent de l'avant-guerre, où il y avait beaucoup plus de familles à enfants uniques et même sans enfants, mais aussi beaucoup plus de familles nombreuses. Le baby-boom, c'est pas des familles plus nombreuses, c'est des familles plus centrées sur le modèle à 2 enfants. Et voilà l'indice de fécondité. Alors vous voyez, on a l'impression que on a le baby-boom, vous voyez, après 1900... on monte presque, on dépasse 3 enfants pour une année qui doit être 1957, et puis ça redescend un peu, puis ensuite, pof, arrivé en 65, une décrue s'amorce très forte, on passe au-dessous de 2 enfants, et même au-dessous de 1,75, et puis ça remonte à 2 dans les années récentes. La courbe continue tout droit, après, je dois m'être arrêté ici en 2008, et ça n'a plus bougé depuis. Donc on a l'impression qu'il y a eu ce baby-boom, vous voyez, mais en fait ce baby-boom était lié, cette forte fécondité était aussi liée au fait que jusqu'en 1965, il n'y avait pas de moyens modernes de fécondité tolérés. Et donc il y avait des enfants, des naissances non désirées. Et on a de bonnes enquêtes qui ont été publiées, notamment dans la revue Population, sur quelle était la proportion d'enfants non désirés. C'était près du tiers des enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas aimés une fois qu'ils naissaient, mais quand ils étaient survenus, indépendamment du désir des parents, et particulièrement du désir de la femme, ils n'étaient pas programmés. Et si vous retirez ces enfants non désirés, vous avez la courbe en dessous. Vous voyez que d'un seul coup, vous avez une pointe dans l'immédiate après-guerre. Je retire simplement près d'un tiers. La pointe est due au fait que dans l'immédiate après-guerre, il y a une récupération, c'est-à-dire les hommes qui étaient au STO ou bien qui étaient prisonniers militaires reviennent, et à ce moment-là, il y a un pic de naissance. Il y a eu ça aussi après la guerre de 1914, en 1919. Et puis ensuite, ça retombe, et vous voyez que du coup, si la courbe verte, c'est les enfants désirés, ça ne bouge pas énormément. Vous me direz quand même, ça tombe à partir de un peu après 1975, il y a une chute. Mais cette chute-là n'est pas une chute, c'est là le point très important à comprendre, ce n'est pas une chute du nombre d'enfants des familles, c'est dû à quelque chose de tout à fait différent, c'est la courbe rouge, c'est dû au fait que à partir de 75 et avec la crise de 75, les naissances se font plus tard. Et quand vous reculez les naissances, vous avez moins de naissances
par an. Mais au total, ensuite, dans les familles, vous avez autant de naissances. C'est pas... Et du coup, on peut calculer combien le retard, si vous voulez, si vous retardez au fond de 1 mois par an, ben, il vous manquera 1/12 de naissances, puisque les naissances vont s'étaler sur 13 mois au lieu de s'étaler sur 12 mois. Et si vous faites cette correction, vous obtenez la courbe en rouge, et je vous ai mis donc avec ces deux corrections qui sont la présence, la suppression, si on peut dire, des enfants non désirés à partir de, juste, disons, qui est presque complète, arrivée en 75, et notamment avec le dernier correctif qui est la loi Veil sur l'IVG, et puis vous rectifiez aussi du vieillissement des mères et des pères à la naissance des enfants, et vous voyez que vous avez la courbe rouge, et donc vous voyez que, en fait, le régime de fécondité profond, c'est-à-dire la façon dont les couples construisent leur famille, ou veulent construire, plus exactement veulent construire leur famille, n'a pas changé depuis. Alors, ça peut changer demain, parce que vous voyez que ça a changé très brutalement entre l'avant-guerre et l'après-guerre. Donc, on n'est pas non plus à l'abri d'un changement qui peut être un changement comme celui que vous avez vu ici avec la courbe rouge de l'âge moyen auquel les femmes ont des enfants, qui a brusquement avec la crise de 75, mais c'est explicable, c'est-à-dire que les couples ont retardé leur formation et surtout la première naissance parce que, un, le chômage était arrivé, et deux, parce que pour répondre à la peur du chômage, il y a eu un intense, au fond, une intense poussée de l'éducation, c'est-à-dire les Français ont plus particulièrement que d'autres dit, bon, ben, un moyen d'éviter le chômage, c'est de prendre une dose forte d'éducation dans la jeunesse. Donc ces deux phénomènes ont retardé la formation des couples, et maintenant, carrément, l'âge moyen à la première maternité est presque de 30 ans dans la dernière livraison de l'INSEE. Alors, l'Europe, et là on va voir d'autres déterminants de la fécondité. Voilà. Je me suis demandé, il y a des très grandes variétés de fécondité dans les... Alors, ici, j'ai pas rajouté la Croatie, parce que je n'arrivais pas à avoir un bon chiffre en même temps que les autres. Donc, vous avez les 27 pays, une fois entrés la Roumanie et la Bulgarie. Et je vais vous expliquer ce graphique, parce qu'il va vous montrer quelque chose qui est assez surprenant. J'ai mis la taille des ronds. C'est plus un rond est gros, plus la fécondité est élevée dans le pays considéré. Donc vous voyez que la France a un gros rond parce qu'elle est le pays pratiquement le plus fécond de l'Union européenne. Et puis quand c'est très petit, vous voyez l'Italie, la Grèce, même l'Allemagne, c'est que la fécondité est faible. Pour l'Italie, c'est à peu près 1,3 enfants par femme, alors qu'en France, c'est 2 enfants par femme. Voilà l'ordre de grandeur. Et la question, c'est comment expliquer ces différences entre la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, vous voyez. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'avec 2 paramètres seulement, et 2 paramètres paradoxaux, on peut expliquer ce graphique. J'ai mis, dans le première en hauteur, j'ai mis quel était l'âge à la première naissance dans ces différents pays. Donc on retrouve que la France est à peu près à 29 ans pour le graphique remonte à 2010, je crois. Et puis sur l'autre courbe, j'ai mis quelque chose qui est plus souvent évoqué, qui est quel est le niveau d'activité féminine, puisqu'il y avait une doctrine en France qui était le retour de la femme au foyer. C'est-à-dire que si on voulait remonter la fécondité française, il fallait que les femmes s'occupent de leur famille et donc qu'elles ne soient pas dans la vie active. Donc, en principe, la logique voudrait que si la fécondité est très tardive et si les femmes travaillent beaucoup, eh ben, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Eh ben, vous voyez que c'est exactement la relation inverse. Vous voyez que les fortes fécondités sont dans le coin à droite en haut. C'est-à-dire que les pays qui ont la plus forte fécondité actuellement dans l'Union européenne, c'est les pays où les femmes travaillent le plus et où elles ont leurs enfants le plus tard. Les 2 conditions à la fois, c'est-à-dire les 2 paramètres sur lesquels on penserait l'inverse. Mais c'est ça la réalité des choses, et je vais dire pourquoi on est face à cette réalité. Ce que vous voyez aussi, c'est la carte est très cohérente. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs différentes. Regardez, là vous avez, et j'ai pris les données telles qu'elles sont dans Eurostat. Hein, j'ai pas bricolé, c'est pas à l'estime. Hein. J'ai été prendre dans Eurostat. Il y a une colonne qui est taux d'activité féminine entre 15 et 55 ans. Il y a une autre colonne qui est âge moyen à la première maternité. J'ai donc pris les données comme elles sont mesurées, chacune sérieusement dans ces pays. Et ben vous voyez que Estonie, Lettonie, Lituanie tombent l'une à côté de l'autre.
Et il y a une logique sortie plus tardivement au fond du régime communiste. C'est un régime où les femmes avaient pratiquement le taux d'activité des hommes, donc elles ont encore un taux d'activité élevé. C'est aussi un régime, et ça a été particulièrement net en Allemagne de l'Est, où le fait de se mettre en ménage, de se marier jeune et d'avoir un enfant rapidement, vous donnait un droit au logement. Donc, il n'y a pas eu dans ces pays-là jusqu'à 1989 de hausse de l'âge des mères. Il n'y a pas du tout eu le phénomène qu'avait créé la crise de 75, la crise pétrolière dans les pays occidentaux. Donc, regardez le suivant. Roumanie et Bulgarie, les deux dernières sont... Alors là, on est dans des pays plus au sud où les femmes déjà travaillaient moins, malgré le régime communiste. Regardez la suite. Tchéquie, Hongrie, Pologne, Slovaquie. Les 4 pays d'Europe centrale, qui, eux, sont en transition. Donc l'âge, ils sont en train de s'occidentaliser en termes de famille. Donc l'âge des mères et des pères augmente. Donc du fait de cette augmentation, il y a moins d'enfants qui naissent, mais ça ne veut pas dire qu'à terme, c'est comme le cas de la France entre 75 et 2000, qu'à terme la fécondité restera très basse. Ils sont en transition vers un régime qui d'ailleurs c'est le cas pour plusieurs pays, notamment actuellement la Pologne, où la fécondité se relève. Et puis regardez la suite. Les pays de très faible fécondité, bien que l'âge des mères soit élevé, vous avez Italie, Espagne, Grèce. Bon, le Luxembourg est un peu accroché là, j'aurais pu ne pas le mettre, mais Italie, Espagne, Grèce, c'est les 3 pays méditerranéens. Et c'est paradoxalement, au fond, les 3 pays où la famille est considérée comme la plus importante, mais c'est aussi les 3 pays où, vous le voyez, l'activité féminine est la plus faible et leur fécondité est la plus faible de toute l'Europe. Donc on peut dire que ce paradoxe européen, plus la famille paraît forte, plus la fécondité est faible. Et regardez un peu plus loin, regardez, ça c'est Suède, Danemark, Finlande, hein, les 3 pays nordiques. Il n'y a pas la Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne. Et vous voyez que eux, ils sont pas tout en haut quand même, mais ils ont un très fort taux d'activité féminine, ça on le sait, et puis un âge assez élevé des mères. Et on termine par ceci, qui est l'Europe occidentale, le Royaume-Uni, vous voyez, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Irlande, la France, et une exception sur laquelle je vais revenir, l'Allemagne. Et vous voyez que dans un premier panorama, vous avez des déterminants de la fécondité qui sont très nets, très clairs, mais paradoxaux. Et alors vous me direz, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je pense que la France n'a pas suivi. La France aurait sans doute pu suivre le chemin de l'Italie. Rappelez-vous de ce que je vous ai montré pour la France. Vous avez vu que cette France du Sud-Ouest, elle est beaucoup moins féconde. Elle pourrait être dans ce graphique, et que la France, au contraire de l'Ouest et du Nord, comme le Royaume-Uni, comme l'Irlande, est au contraire assez haut. Et souvenez-vous que c'est un rapport aussi à la forme de la famille. Et eh bien, ce qui s'est vraisemblablement produit est que dans les pays du Sud, les femmes aspirent autant qu'ailleurs à entrer sur le marché du travail. Et en France, si la France a conservé une haute fécondité, c'est que au début des années 80, on a, au lieu de parler de mère au foyer, on a inventé ce concept, concilier vie familiale et vie professionnelle. Alors, on peut discuter, parce que ça s'appelle aussi la double journée. Donc, mais ça voulait quand même dire les femmes ont accès à l'espace public. Et que cet accès à l'espace public n'est pas contraire du tout, au contraire, à la construction d'une famille. Mettez-vous inversement en Italie. En Italie, une jeune fille qui a un enfant, elle ne trouvera pas de travail. Pourquoi aussi? Parce que dans les pays du Sud, la principale moyen par lequel on trouve un premier travail, c'est les relations familiales. Et à partir du moment où une jeune femme a un enfant en Italie, mais aussi, surtout en Italie, et alors encore plus en Grèce, à ce moment-là, la famille dit, écoute, tu t'occupes de ton enfant, on va pas te trouver du boulot, surtout qu'il y a un gros chômage. Autrement dit, dans les pays où on a tendance à ne pas encourager l'activité des femmes, donc aussi l'égalité des hommes et des femmes dans leur accès à l'espace public. Dans ces pays-là, en quelque sorte, les femmes
ben, elles savent, elles bloquent leur fécondité parce que c'est ça qui les empêche d'accéder. Elles ne sont pas du tout contre le fait d'avoir des enfants, mais si elles ont un enfant, elles les bloquent. Et ça se reflète même dans les taux de fécondité hors mariage, où ces taux de fécondité, on les appelait illégitimes autrefois en France, ils sont très élevés en France. Vous savez que 55% des naissances sont hors mariage. En Italie, c'est 10% et en Grèce, c'est 6%. Donc il y a... Et c'est pas parce que les Italiennes et les Grecs se mettent en ménage plus tard. Quand on voit les taux de cohabitation des jeunes, c'est à peu près les mêmes que dans tout le reste de l'Europe, à partir de 20, 21 ans, 22 ans. Italiens, Grecs, aussi bien que Espagnols et Français, un peu moins quand même, mais tendent à vivre en couple, un peu moins parce que il y a des problèmes de logement très forts, particulièrement en Italie. Donc, vous voyez que là, par derrière, la question est le statut de la femme et la manière dont ce statut est encouragé ou découragé, pas forcément par l'État, en partie par l'État, mais aussi plus anthropologiquement, par les structures familiales dans la société. Alors vous me direz, l'Allemagne, c'est par ce point-là que je vais terminer, ben, l'Allemagne est différente, puisque l'Allemagne, les femmes ont un taux d'activité assez élevé. Elles ont leurs enfants tard et pourtant la fécondité en Allemagne est de 1,4 enfants. Et on s'est beaucoup posé de questions. Alors on a dit c'est parce qu'ils n'ont pas de crèche, c'est parce qu'ils n'ont pas d'école maternelle. Ils ont mis des tas de crédits pour les crèches et les écoles maternelles, ça n'a rien changé. Vous allez le voir bientôt. Et en fait, là à nouveau, on tombe sur deux conceptions très différentes de la famille et où on voit que l'avantage de la France vient à la limite des années du Front populaire, c'est-à-dire de la doctrine Vallon. La doctrine Vallon, c'était l'enfant, donc de la psychologie, au fond de la théorie psychologique de l'enfance. La doctrine Vallon, qui a été très largement adoptée en France et qui l'est encore, et qu'on retrouve chez le docteur Spock et autres, c'est pour se développer, le jeune enfant doit être en contact avec des jeunes enfants. Donc il se développe avec ceux du même âge, si vous voulez. La doctrine allemande est tout à fait différente. C'est aussi l'ancienne doctrine française du 19e siècle. C'est pour se développer, le développement de l'enfant dépend essentiellement de sa mère. Et donc, en Allemagne, on considère que c'est les mères qui sont responsables de la qualité de l'enfant. Alors qu'en France, on considère que c'est les crèches, les maternelles, c'est au fond l'environnement social. Et c'est au point qu'en Allemagne, quand une jeune femme qui a un enfant retravaille rapidement, on l'appelle à une Rabenmutter, ce qui veut dire une mère corbeau. C'est au fond une mère indigne. Et du coup, vous avez cette résistance des Allemands qui, à nouveau, vous le voyez, tient au statut de la femme, à ce qu'on impose à la femme. La femme étant censée s'occuper de l'enfant, ce qui en fait une différence avec l'homme, alors que l'égalité n'est pas bien sûr pleine en France, mais elle est plus revendiquée, elle n'est pas considérée, on ne considère pas en France qu'une femme qui travaille rapidement après la naissance d'un enfant est une mère indigne. Alors, ce que vous voyez là, on voit la force du mythe allemand. En vert, j'ai mis la fécondité en vert. C'est une tirée des statistiques allemandes, c'est pour ça que c'est en allemand, sauf ce que j'ai remis à nez et tout. En vert, c'est les anciens, c'est l'Allemagne de l'Est jusqu'en 1990, puis ensuite les nouveaux Länder. Et en bleu, c'est l'Allemagne de l'Ouest, et c'est le taux de fécondité. Et en rouge, c'est la moyenne, donc elle nous intéresse moins. Et ce que vous voyez, la différence entre le vert et le bleu est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que, d'abord, malgré le régime communiste, qui vous montre la force aussi des questions anthropologiques, pratiquement jusqu'en 1975, la fécondité en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest était la même. Et puis, brusquement, 75 arrive, et la réaction, bien sûr, est très différente dans les deux partie de l'Allemagne, et notamment en plus de ça différente parce que des aides sont votées en 75 aux mères de famille et des facilités justement de logement et de crédit. Et vous voyez que à ce moment-là, les deux courbes se séparent. Et puis arrive 1990 et hop, c'est fini la législation d'Allemagne de l'Est. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, c'est en accéléré ce qui s'est produit en France dans la période 75-2000. Les maires d'Allemagne de l'Est adoptent à l'époque, en 1990, les femmes d'Allemagne de l'Est avaient leur premier enfant à 23 ans, et celles d'Allemagne de l'Ouest à 28 ans.
eh ben, les femmes d'Allemagne de l'Est s'alignent, fini le statut de la femme qu'on avait en Allemagne de l'Est, et du coup, elles ne font plus d'enfants, elles retardent la naissance de l'enfant, mais vous voyez qu'elles la retardent, et puis que ce retard, une fois qu'elles seront arrivées à un âge qui est comparable, qui est pratiquement le même d'ailleurs maintenant que celui des Allemandes de l'Est, ben, de l'Ouest, elles rejoignent l'Allemagne de l'Ouest, et l'Allemagne est réunifiée, mais elle est réunifiée à une distance très différente de la France ou des autres pays. Donc, quelque part, il y a quelque chose là-dedans d'allemand dans le statut des sexes en Allemagne, dans le rapport à l'enfant, qui est resté inchangé, mais qui a été modulé par les circonstances politiques différentes de l'Est et de l'Ouest. Et du coup, quand vous comparez France et Allemagne, voilà la fécondité en France et en Allemagne depuis 1965 jusqu'à maintenant, enfin, oui, jusqu'à pratiquement 2010. Regardez, malgré les législations différentes des deux pays, les changements qui ont affecté ces deux pays, eh ben, l'écart entre les deux reste pratiquement constant. Vous avez quelque chose qui est de la différence entre la France et l'Allemagne, et cette différence, je pense, est essentiellement celle que je vous ai indiquée, c'est la conception de l'éducation du jeune enfant et de ce qui compte dans la qualité du jeune enfant est très différente en France et en Allemagne. Et, par exemple, on s'est aperçu que les crédits votés pour les crèches et les maternelles en Allemagne n'étaient pas utilisés par les Länder, parce que l'explication semble être que les présidents des Länder et les majorités des Länder ne veulent pas prendre cette décision parce qu'il paraît, c'est une décision qui paraîtrait comme au détriment de la qualité des enfants. Donc vous avez beau, c'est même pas simplement une question d'argent, c'est une question qui a une résistance, on aurait une morale au 19e siècle, c'est-à-dire des mœurs, du fond de la population, et c'est dur à changer. En France, vous savez que ça a pris très longtemps en France. La France a une faible fécondité depuis la fin du 19e siècle. Ça a pris 70 ans d'habituer les Français à autre chose, à une autre idée de la famille, une autre idée du rapport entre les sexes, une autre idée du rapport aux jeunes enfants. Alors, je vais aller un peu plus vite. Où est-ce que ça ira maintenant? La suite pour la France, et puis on va monter je vais vous montrer assez rapidement. Là, c'était une perspective qui a été faite. Je vais vous mettre en garde contre ce que vous lisez. On va être tant de millions d'habitants, il va y avoir 9 milliards ou 11 milliards. Vous lisez ça tous les jours. Hein. Donc, je vous expliquerai pas comment c'est fait. C'est pas très dur, mais je peux simplement vous dire que les modes de projection qui sont utilisés depuis les années 1920 sont les mêmes que maintenant. Il n'y a pas eu de progrès technique fort dans la prévision de la population. On applique toujours une méthode dite décomposante. Et là, vous avez la première projection moderne faite par Alfred Sauvy en 1931. Et il avait fait une projection jusqu'en 1980, donc sur 50 ans. Et deux hypothèses. On était à 40 millions, un peu au-dessus de 40 millions en 1930. Dans l'hypothèse la plus favorable, on aurait été en 39 millions et demi en 1980. Et dans l'hypothèse défavorable, moins de 30 millions. Qu'est-ce qui s'est produit réellement? C'est en rouge. Vous avez la période avant la guerre que j'ai mise dans un, vous voyez, un rectangle. Et puis, vous avez... Donc, Sauvy a fait une très bonne prévision pour l'entre-deux-guerres. Et puis, arrive la guerre de 40. Alors, est-ce qu'il pouvait prévoir la guerre de 40? Oui, un peu, mais qu'elle dure 5 ans. Est-ce qu'il pouvait prévoir qu'après la guerre, il y ait le baby-boom? Est-ce qu'il pouvait prévoir qu'après la guerre, on trouve les antibiotiques? Est-ce qu'il pouvait prévoir que l'économie, connaissant un boom, on allait faire appel à une importante migration étrangère? C'était pas une voyante, Sauvy, c'était un type remarquable, mais enfin, il ne pouvait pas prévoir ça. Mais voyez la coupure qui est absolument extraordinaire, parce qu'au lieu des moins de 30 millions ou un peu moins de 40 millions, on a atteint exactement, ça doit être 54 millions en 1980. Alors vous me direz, c'est l'avant-guerre, on ne savait pas bien faire. Ben, regardez, c'était la même chose en Angleterre, je vais passer. Regardez, là, j'ai mis les projections faites de la population française jusqu'en 2050, faites à différentes époques par l'INSEE. Hein. Donc vous voyez, en vert, c'est ce que l'INSEE a publié en 1963. Bon, ils vont pas très loin, ils sont prudents, ils ont raison.
Ensuite, 68, vous voyez que c'est pas la même chose. On est encore dans la règne du baby-boom, donc on dit ça va. En 73, ça a déjà quand même pas mal baissé, hop, on est moins sûr. Et puis, la fécondité, l'indice étant tombé assez bas, pessimisme, vous voyez, en 90 et en 94. En 94, l'INSEE, en 1994, prévoit pour 2050 qu'on va retomber à 60 millions d'habitants. Et puis là-dessus, la fécondité remonte pour la raison que je vous ai dite. Alors là, l'optimisme renaît, vous voyez, en 2004, et la dernière, en 2010, donc 16 ans après 1994, prévoit au contraire qu'on atteindrait environ pas loin de 73 millions. Donc vous voyez qu'à 16 ans de distance, l'INSEE est passé d'une prévision qui donne 60 millions de Français à une prévision qui donne 76 millions de Français, soit un quart de plus. C'est quand même pas rien, et surtout que 2050, c'est pas tout de suite, mais c'est pas si loin. Donc il y a une tendance de la prévision à, au fond, à s'arrêter à l'état actuel des choses ou à ne pas, au fond, à être en retard sur ce qui est en train de se produire. C'est très difficile, vous l'avez vu dans le cas de Sophie, on ne peut pas prévoir les guerres, la pénicilline, les machins comme ça. Mais c'est aussi pour relativiser, autant dans les premières années de la prévision, vous êtes assez sûr, mais moi, quand on me parle de 2050, je suis assez méfiant, si vous voulez. Ça pourrait se produire, hein, mais pas forcé. Alors la même chose vaut pour, bien sûr, des autres pays. Voilà, juste un petit exemple de la même chose pour l'Iran. Alors, ça, c'est les Nations Unies, donc on a les mêmes dates, vous voyez. Alors d'abord, l'Iran, c'est surtout en 1994, là, c'est l'époque communiste dure. Donc on prévoit la projection pour l'Iran. La position de l'Iran en 1994, l'Iran, on pense que ça atteindra à peu près 165 millions d'habitants en 2050. Et puis, tout se tasse, ne serait-ce que parce que la fécondité en Iran dégringole complètement. Elle était de 6,5 enfants en 1985, elle est maintenant de 1,7 enfants par femme, au-dessous de la France. Et là, alors en 2004, on rectifie le tir, et en 2010, maintenant, on prévoit que ça atteindra 85 millions. Donc en l'espace de 16 ans, on passe d'un Iran de 165 millions à un Iran de 65 millions. Il y a quand même pas rien. Donc vous voyez la marge d'erreur. Mais le problème est que chaque fois, je suis un des seuls à faire ça, chaque fois on oublie la prévision précédente et on se garde bien, dans la mesure où elle était très différente, de la souligner. On vous donne toujours, vous verrez, on vous donne toujours la dernière prévision. Alors voilà ce qui s'est passé pour la fécondité en Iran, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez que la fécondité jusqu'en 1985, 6 enfants et demi par femme en moyenne. Et puis 80, alors là c'est une autre question largement débattue, mais il se trouve qu'en 85, sans qu'il se produise rien de très spécifique en Iran, la fécondité commence à diminuer. Je pourrais donner une explication. Et vous voyez comme elle tombe. Alors là, je vous ai mis en vert, rouge et bleu les prévisions hautes, moyennes et basses des Nations Unies sur la fécondité. Moi, je préfère la prévision en noir, c'est-à-dire il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les Nations Unies et les prévisionnistes sont tellement surpris de cette chute qu'ils disent que ça ne peut pas continuer. Bien sûr, ça ne passera pas au-dessous de zéro, mais ça peut encore continuer. Et oui, je vais pas passer là-dessus qui explique ça. Voilà par exemple le cas du Japon. Le Japon, la fécondité est très basse. Vous le voyez au début, jusqu'en ce qu'on connaît, c'est la prévision qui a été faite en 2005, donc jusqu'en 2005, on a des vrais chiffres. Et puis ensuite, il y a les 3 hypothèses, haute, moyenne et basse. Et mystérieux, pas complètement mystérieusement, les Nations Unies qui font les projections de population pour tous les pays du monde et pour le monde entier, décident qu'il va y avoir une sorte de baby-boom. Pourquoi? Parce que les Nations Unies, et c'était les graphiques précédents, les Nations Unies sont œcuméniques. Donc, au bout, arrivé ici en 2100, toutes les fécondités doivent être à peu près les mêmes, puisque tous les pays seront à peu près les mêmes, et il y aura la paix générale, et grâce aux Nations Unies. Les Nations Unies ne vont pas maintenir des différences très fortes arrivées en 2100. Donc, quelque part, le début est juste, la baisse qui est présentée au début pour différents pays, mais ensuite, c'est sous cette hypothèse œcuménique et qui n'a rien à voir avec aucun, je dirais, fait scientifique saillant. Alors, justement, terminons par la population du monde. Je vous ai mis les 3 hypothèses de l'ONU pour... j'ai mis d'un côté les BRIC, hein, donc
Brésil, Russie, Inde et Chine. Et vous voyez que dans l'hypothèse basse, la population des BRIC devrait diminuer par rapport à maintenant, en 2050. Dans l'hypothèse moyenne, elle augmente à peine. On passe de 3 milliards à 3 milliards 300 millions. Donc c'est presque stabilisé, et c'est le cas. La Chine est sans doute à 1,7 enfants par femme. Le Brésil est passé au-dessous de 2 enfants par femme récemment. L'Inde, c'est un peu plus élevé, mais ça baisse très vite, notamment dans le sud. On est, mettons, dans le Kerala, on est même à 1,4 enfants par femme. Donc là, ça a été à une vitesse très importante. Et inversement, en Russie, la fécondité est très faible aussi en Russie. Donc bon, ça se stabilise. La population étant assez jeune dans l'Inde, où il y a encore production de beaucoup d'enfants, mais la ressource, au fond, la force de fécondité ne va pas continuer à jouer longtemps, comme vous le voyez. Inversement, c'est l'Afrique subsaharienne qui a une croissance très forte, et ça, vous l'avez lu. C'est assez vraisemblable, mais même là, je vais vous montrer quelque chose qui me laisse un tout petit peu sceptique. J'ai regardé quelle était la part de croissance dans la croissance de la population depuis, vous voyez maintenant, depuis 2010 jusqu'à 2050, telle qu'elle est prévue, quelle part de croissance était due à l'Afrique, mais à un bout de l'Afrique, Est, Centre et Ouest, c'est-à-dire l'Afrique, au fond, entre les tropiques. C'est-à-dire GOT, ce qui est au sud, l'Afrique du Sud notamment, et bien sûr Égypte, Maghreb, toute la partie nord du Sahara. Et j'ai mis le reste du monde. Donc actuellement, vous avez, c'est par 5 ans, vous avez sur les 400 millions d'augmentation annuelle de la population mondiale, vous en avez un quart qui est dû à cette Afrique intertropicale. Mais en 2050, selon les prévisions de l'ONU, vous en aurez les 3 quarts. Là aussi, j'ai du mal, c'est possible, si vous voulez, mais ça veut au fond dire que la seule croissance dans 35 ans, ça sera pratiquement la seule, ça sera une croissance de cette Afrique, qui n'est même pas toute l'Afrique, qui est une partie de l'Afrique. Et vous voyez que le reste du monde, tous les grands pays, eh ben, leur croissance, c'est la petite partie bleue, ça sera moins de 50 millions par an. Donc est-ce possible que cette Afrique se croisse à ce point-là? Là aussi, j'ai des doutes. Voilà, je vous mets les pays du Sahel en 2010 et en 2050. Regardez la seconde ligne, par exemple le Niger. Actuellement, il y a 16 millions d'habitants au Niger. L'hypothèse moyenne des Nations Unies donnerait pratiquement 70 millions d'habitants. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le Niger, c'est quand même... c'est un peu dur de faire vivre 70 millions d'habitants dans cette zone subdésertique. C'est pas impossible. Il peut y avoir des progrès formidables de l'agriculture, parce qu'il peut se produire. Mais enfin, de penser que le Niger, dans pas si longtemps, dans 35 ans, par contre, l'Allemagne serait au-dessous de 70 millions. Donc, il y aurait autant d'habitants au Niger qu'en Allemagne. Bon, pourquoi pas? Vous avez vu la rapidité, que les changements comme en Iran peuvent être très rapides, mais j'ai du mal quand vous voyez à y penser. Le Burkina Faso sera à 41 millions, le Mali, là, ça va être dur d'aller les mettre, faire le ménage là-bas. 45 millions de Maliens en 2050, hein, l'opération, comment s'appelait-elle? Il va falloir beaucoup de monde hein, pour Serval, pour l'opération Serval. Bon. Et ainsi de suite. L'ensemble du Sahel, ça serait 222 millions d'habitants, c'est-à-dire quand on compte les pays que je vous ai indiqués, c'est même pas, je vais même pas vers le Soudan, l'Éthiopie et tout ça qui pousse aussi. Et c'est pour dire que l'ensemble du Sahel, et je vais pas vers le golfe de Guinée, vous voyez le Nigeria que j'ai indiqué, simplement la zone, cette petite zone, l'ancien Soudan français en fait, eh ben, l'ancien Soudan français sera, selon les Nations Unies, 2 fois plus peuplé que le Maghreb. Le Maghreb plafonnera à autour de 100 millions en Tunisie, Maroc et Algérie, ce serait à peu près à 100 millions, donc pas beaucoup plus que maintenant. En Tunisie, la fécondité, les derniers chiffres, c'est 1,9. L'Algérie est à 2,2, mais disons, c'est parce qu'il y a encore dans le sud de l'Algérie de forte fécondité, mais dans la région, dans le Grand Alger, c'est 1,6. Le Maroc aussi est maintenant à 2,3, 2,4, mais avec des fortes différences rurales, urbaines. Donc c'est en train de se tasser. Et au fond,
la peur de l'invasion maghrébine qui a nourri quand même beaucoup l'angoisse des médias et de certains partis en France, ben, ça sera plutôt l'inverse. Ça sera les Maghrébins qui devraient avoir peur, dans ce cas-là, ce genre de schéma, d'être envahis par le Sahel. Hein. C'est pas comme ça que ça se produira. Ces peurs sont souvent ridicules. Mais pour dire que je ne suis pas du tout certain, et du coup ça m'amène au monde entier, j'ai pratiquement terminé, ben, dans le monde entier, voilà ce que donnent les prévisions des Nations Unies. C'est une courbe, vous avez vu, la courbe moyenne vous amène à 9,3 milliards en 2050. La basse est intéressante, puisqu'on plafonnerait autour de 8 milliards avant 2050, et la haute, ben, on irait vers les 11 milliards 2050. Alors, la moyenne donne l'impression que ça se poursuit. On sent que ça ralentit un peu, mais la croissance se poursuit. Mais une autre façon de montrer les mêmes données, mais qu'on ne montre jamais, c'est de regarder comment évolue le taux de croissance. Celui que j'ai aussi, quand j'ai utilisé le taux de la croissance pour montrer la part de l'Afrique intertropicale et la part du reste du monde, ben, le taux de croissance, c'est une indication, c'est fabriqué à partir des mêmes données. Les mathématiciens diraient c'est la dérivée simplement de la courbe qu'on voit ici. Et ben voilà la courbe du taux de croissance de 1950 à 2010. J'ai mis une petite ligne rouge qui est l'ajustement linéaire. Vous voyez que le taux de croissance a culminé un peu avant 1970 à 2,1%, 2,2%. Je crois que j'ai mis 2,2 dans le texte, % de croissance annuelle. C'est-à-dire un doublement en un peu moins de 30 ans. Et maintenant, on est un peu au-dessus de 1%, et ça continue à baisser. Donc quand vous faites l'alignement, vous voyez que ben, la ligne rouge, un peu après 2050, va tomber à zéro. Si elle tombe à zéro, ça veut dire que la croissance s'arrêtera un peu après 2050. Alors, où est la vérité entre les deux? C'est très rapide, mais il est clair que quand on parle d'explosion démographique, on montre cette courbe. Et si on veut, comme moi, dire que ben, c'est peut-être en train de se tasser, on montre cette courbe. C'est deux visions de la même chose. Hein. C'est les mêmes chiffres, mais c'est deux façons différentes et deux façons d'orienter l'interprétation qui sont différentes. Et je vais vous montrer un dernier aspect encore plus politique de ce type de prévision et de représentation. Je vais vous montrer, c'est ma dernière image, les hypothèses. Les Nations Unies ont maintenant fait des prévisions jusqu'en 2100, parce que il y a une concurrence entre les démographes et les climatologues. Les climatologues allaient jusqu'en 2100, donc les démographes ont dit il n'y a pas de raison qu'ils aillent en 2100. Nous aussi, on va aller en 2100. Donc, pof, on est allé en 2100. Et je vais vous montrer la fourchette publiée par les Nations Unies pour la Chine en 2100, entre la haute et basse, la plus haute et la plus basse, hein, les trois hypothèses, donc entre la haute et la basse, et la fourchette pour les États-Unis. Tout ça est publié. Vous pouvez aller sur le site même des Nations Unies, où en bricolant un peu, on trouve les chiffres. Eh bien, ça vous donne ça. Et là, je trouve que c'est un triomphe de la diplomatie onusienne. Parce que vous voyez d'abord que l'écart est immense. Hein, vous voyez que pour la Chine, ce qui est prévu pour 2100, c'est que ça sera entre 750 millions d'habitants et 1,8 milliard. Bon, voilà, on risque de pas trop se tromper. Et pour les États-Unis, ça sera entre un peu moins de 300 millions et 900 millions. Mais ce que je trouve remarquable, qui là est un grand art des statisticiens des Nations Unies, c'est qu'ils sont arrivés à faire en sorte que, in fine, l'hypothèse maximale pour les États-Unis, eh bien, est au-dessus de l'hypothèse minimale pour la Chine. Donc, les États-Unis pourraient être plus peuplés que la Chine en 2100. Il n'y a aucune raison que les hypothèses maximales ou minimales soient les mêmes pour tous les pays. Et vous remarquerez aussi que ça vous donne, même l'hypothèse moyenne, aller en 2100, c'est quand même... c'est plus revigorant pour les États-Unis, parce que quand vous allez en 2050, vous voyez le trait rouge moyen. Cette fois-ci, c'est pas l'écart, c'est la moyenne. Vous voyez qu'en 2050, ben, les États-Unis sont autour de 350 millions. Et en 2050, la Chine, elle est à 1,3 milliard. 350 millions par rapport à 1,3 milliard, c'est un quart. C'est à peu près la Hollande par rapport à la France. Vous êtes américain, vous dites c'est quand même gros la Chine à terme, surtout avec le développement de leur économie.
Mais en 2100, c'est quand même beaucoup mieux. Là, la Chine est tombée à 1,150 milliard et les États-Unis sont presque à 500. Donc c'est 2 fois plus pour la Chine. C'est gérable, hein, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un peu moins que la Pologne par rapport à la France. C'est quand même bon. On tient le coup quand même par rapport aux Chinois. Donc c'est une des causes supplémentaires de mon scepticisme vis-à-vis des projections qui sont faites à long terme. Elles sont, vous l'avez vu, teintées de l'œcuménisme des Nations Unies. Et en plus de ça, il s'agit de ménager les susceptibilités des uns et des autres. C'est fort bien fait, je trouve. C'est très habile. Mais de là à croire que les choses se passeront ainsi, vous me permettrez d'avoir un certain doute. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.